King Kong n'est même pas encore sorti sur les écrans que la RKO, tellement convaincue du succès du film, lance une suite qu'elle tourne dans la foulée, Le Fils de Kong. Cette fois-ci, Ernest Bichotzak sera seul derrière la caméra, Cooper se limitant à la production. J'ai confié un budget de 200 000 $ à Schoedsack. Fais-en ce que tu veux, à partir du moment où le film s'appelle Le Fils de Kong. Car tout ce qui s'appelle Le Fils de Kong ne peut que rapporter de l'argent. Cooper veut un tournage rapide, efficace, peu coûteux et sans trop de prise de risque. L'équipe du tournage ne change guère par rapport à King Kong. On retrouve Robert Armstrong dans le rôle de Carl Denham et Frank Reicher dans celui du capitaine Engelhorn. La musique est à nouveau l'œuvre de Max Steiner et les effets spéciaux, toujours irréprochables, sont signés Willis O'Brien, Mario Larinaga et Marcel Delgado. Enfin, pour écrire le scénario, Ruth Rose reprend du service et annonce la couleur dès le départ. S'il n'y a pas moyen de faire plus fort, faisons quelque chose de plus drôle. Dans Le Fils de Kong, Denham retourne sur Skull Island à bord du Venture dans l'espoir de mettre la main sur un trésor. Il découvre alors que Kong avait un fils, lequel vient en aide à l'équipage face aux monstres de l'île. Si on doit à Willis O'Brien de beaux moments et de jolies trouvailles, le tournage sera une expérience particulièrement amère pour ce dernier. Les délais sont serrés et O'Brien dispose d'une liberté et d'un budget très limité. En octobre 1933, pour ne rien arranger, il est victime d'un drame familial des plus sordides. Sa femme, alors sous l'emprise de drogues prescrites pour soulager ses souffrances dues au cancer et à la tuberculose, tue les 2 garçons du couple O'Brien. Elle décédera à l'hôpital 1 an plus tard, avant que son procès n'ait pu avoir lieu. Le Fils de Kong sort 8 mois après King Kong et paradoxalement passe presque inaperçu, ne rencontrant qu'un succès modeste. Même s'il parvient au final à rapporter près d'1 300 000 $, soit près de 5 fois plus que le budget initial. Nous allons à présent parler du premier vrai remake de King Kong, Japanese King Kong, réalisé au Japon en 1933 par Torajiro Saito, ainsi que de sa suite, King Kong Appears in Edo, réalisé en 1938 par un certain Soya Kumagai. Alors on vient de m'apprendre que les copies des 2 films sont a priori perdues depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est dommage, on ne pourra pas en parler. Voilà. Mais c'est pas grave, car nous allons à présent parler de Monsieur Joe. Le film rassemble une partie de l'équipe du tournage de King Kong. Cooper à la production, Schoedsack derrière la caméra, Ruth Rose au scénario, Willis O'Brien aux effets spéciaux, l'acteur Robert Armstrong dans un rôle voisin de celui de Carl Denham, et un gorille géant comme interprète principal. La principale motivation de Cooper pour ce nouveau projet est de faire mieux que Le Fils de Kong, lequel n'a pas laissé un impérissable souvenir dans les annales du 7e art, et de faire avec ce Monsieur Joe un King Kong familial en présentant un gentil gorille. C'est le livre Totona High, écrit par Augusta Maria Hoyt en 1941, qui lancera le projet. Il est en effet question de l'amitié entre l'auteur et un bébé gorille dans une colonie africaine. La simplicité et la tendresse de l'histoire ne laissent pas Cooper indifférent. Aussi, contacte-t-il son vieux camarade Ernest Bichotzak pour lui proposer de réaliser le film. Mais ce dernier se trouve être presque totalement aveugle à cause d'un décollement de la rétine suite à un vol en haute altitude. Le budget du film s'élève à 1,5 million de $, une grosse somme pour la RKO, laquelle connaît alors une mauvaise passe. Côté scénario, c'est donc Ruth Rose qui s'y colle à nouveau. Cooper attendait un récit débonnaire et bon enfant, tranchant avec le climat mondial alors pesant, marqué notamment par la guerre froide. 3 années et 9 versions du scénario seront nécessaires à Ruth Rose pour emporter l'adhésion de l'exigeant Cooper. Ici, l'impresario Max O'Hara, en quête d'attractions exotiques et sortant de l'ordinaire, monte une expédition en Afrique afin de capturer des fauves. Les membres de l'expédition se trouvent vite en présence d'un gorille géant, surnommé Joe, apprivoisé par une jeune femme, incarnée par Terry Moore. O'Hara parvient à convaincre cette dernière de le suivre aux États-Unis avec l'animal, dans l'espoir de l'exhiber lors d'un spectacle de cabaret. Mais comme on s'en doute, rien ne se passera comme prévu. Autre élément faisant écho à King Kong, les effets spéciaux, conçus par Willis O'Brien, secondé ici par un jeune assistant d'à peine 30 ans, Ray Harryhausen. Passionné par les effets spéciaux depuis le visionnage de King Kong alors qu'il était enfant. Harryhausen va faire ses classes en assistant le vieux maître O'Brien à la santé chaotique pour l'animation des miniatures articulées. Ce Monsieur Joe lancera la carrière de Harryhausen, laquelle, du 7e voyage de Simbad au choc des titans, en passant par Jason et les Argonautes et 1 million d'années avant Jésus-Christ, s'avérera particulièrement riche et révolutionnera les effets spéciaux au cinéma. Notons que pour la production du film, Merian C. Cooper s'associe ici avec un partenaire pour le moins inattendu, le grand cinéaste John Ford, qui a réalisé quelques-uns des westerns les plus légendaires de l'histoire du cinéma. La Chevauchée fantastique,
La poursuite infernale ou encore La prisonnière du désert. Les deux hommes se connaissent bien puisqu'ils ont fondé la société Argosy Pictures en 1939. Pendant la guerre, la compagnie est en sommeil. Cooper finit général d'aviation et Ford amiral dans la marine. Dès 1946, la société reprend du service et nous offre pas mal de classiques comme Le massacre du Fort Apache, La charge héroïque et L'homme tranquille, tous avec John Wayne. Bon, on va pas en faire un fromage. Ah bah quand même, sois pas modeste, c'est pas rien. L'influence de John Ford sur le projet s'en ressentira durablement puisque le film louche parfois vers le western, avec notamment la scène où des cow-boys tentent d'attraper Joe avec un lasso. De plus, on relève la présence de Ben Johnson dans le rôle du jeune premier. Johnson, alors cascadeur dans Le massacre du Fort Apache, se voit proposer par Ford un contrat de comédien de 7 ans. De doublure de Henry Fonda, notre homme se retrouve quasiment en tête d'affiche dans Monsieur Joe. À l'arrivée, le film, sorti en 1949, moins marquant et original que King Kong mais plus réussi que sa suite, se révèle un divertissement de qualité et jouissant d'une petite réputation. Il fera même l'objet d'un remake 50 ans plus tard, dont nous parlerons un peu après. The winner is Mighty Joe Young, Arco Production, RKO Records. A noter qu'en 1950, Willis O'Brien a enfin obtenu l'Oscar des meilleurs effets visuels pour Monsieur Joe, alors qu'il avait été ignoré 15 ans plus tôt pour son travail sur King Kong. Very beautifully decorated stage. It is Mr. Willis H. O'Brien, who created the great spectacle in that picture, Mighty Joe Young. Well, thank you very, very much. Avec Konga, nous sommes maintenant à l'aube des années 60 et le mythe de King Kong va inspirer un certain Herman Cohen. Petit nabab de la série B américaine, à qui on doit une flopée de films d'horreur à petit budget, comme I Was a Teenage Werewolf, I Was a Teenage Frankenstein et Blood of Dracula. Se régalant à ressusciter les vieux monstres du cinéma, c'est en toute logique qu'il décide de s'attaquer à King Kong. Le succès du film Gorgo, réalisé par Eugène Laurier et sorti à la même période, incite le producteur à sortir lui aussi son propre film de monstre géant. Ce sera Konga, réalisé par John Lamont. Un inoffensif chimpanzé devient un monstre géant au contact d'un sérum révolutionnaire conçu par son maître, un botaniste dégénéré désireux de se débarrasser de ses adversaires. Ce scénario délirant, que l'on doit à Aben Kendall, complice de Herman Cohen, a sans doute été inspiré par Double assassinat dans la rue Morgue, une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Contrairement à King Kong, l'action du film se situe à Londres, et l'on voit d'ailleurs Konga s'approcher de Big Ben au lieu de l'Empire State Building. D'ailleurs, oubliez le film de 1933, car Konga, de par sa mise en scène digne d'un Cecil B2000, le bat à plate couture. Des scènes d'une tension dramatique insoutenable, des trucages très recherchés, une figuration pharaonique. Côté grand spectacle, notre Herman Cohen envoie du lourd et connaît son affaire. Bref, Marianne Cooper peut aller se rhabiller. A noter que Konga trouvera finalement son salut grâce à la bande dessinée par le biais d'une série de comics sur laquelle travaillera Steve Ditko, l'un des pères de Spider-Man. À la même époque, le producteur américain John Beck cherche lui aussi à exploiter le filon et met sur pied un projet au titre pour le moins croustillant, King Kong contre Frankenstein. L'idée vient de notre vieil ami Willis O'Brien. Dans son scénario, Carl Denham devait emmener Kong à San Francisco pour combattre une monstrueuse créature faite à partir de cadavres d'animaux sauvages. Peu convaincu, John Beck abandonnera cette idée et O'Brien sera éjecté du projet pour finalement mourir en 1962. Beck confie la réécriture du scénario à un spécialiste des films de science-fiction, George Worthing Yates. Son script, intitulé King Kong contre Prometheus, ne fera pas un tabac aux États-Unis, ce qui amènera John Beck à acquérir des financements auprès de la Toho, grande maison de production japonaise. N'a-t-elle pas produit avec succès le monstre Godzilla ? C'est d'ailleurs ce dernier que les patrons de la Toho veulent opposer à King Kong. Exit les idées de O'Brien et de Yates. De même, ils imposent à la réalisation du film Ishiro Honda, grand réalisateur du film de monstres japonais, le Kaiju Eiga, à qui on doit surtout le Godzilla de 1954. Il est secondé par son comparse Eiji Tsuburaya, qui a signé le design du célébrissime lézard géant, par ailleurs grand maître des effets spéciaux japonais et pionnier de la suitmation, procédé mettant en scène des acteurs en costume de monstres ou de robots géants, évoluant et se battant dans des décors réduits. Nous sommes en 1962 et King Kong contre Godzilla, coproduction américano-japonaise, est alors sur les rails. Ici, Godzilla, libéré accidentellement d'un iceberg, se dirige dangereusement vers Tokyo. Pendant ce temps, un PDG d'une puissante compagnie pharmaceutique monte une expédition sur une île, laquelle tombe vite nez à nez avec King Kong.
Les membres de l'expédition le ramènent et, comme on se l'imagine, il ne tarde pas à se libérer et à se diriger lui aussi vers Tokyo. Honda ne lésine pas sur les moyens. Scènes de combat dantesques et effets spéciaux 5 étoiles jalonnent le récit. Le tout soutenu par un Kong au design particulièrement soigné et des comédiens au jeu tout en finesse. Laisse-la tranquille! Qu'est-ce qu'on fait? Je sais. Qu'est-ce que c'est? Va chercher mes tambours. D'accord. Annoncé comme la bataille du siècle par Lato, le film constitue donc un spectacle de choix dont le potentiel est encore accru dans la version américaine. En effet, les distributeurs charcutent le travail de Ichiro Honda et n'hésitent pas à remplacer la musique originale par des extraits de vieux films d'épouvante produits par Universal. C'est à Peter Zinner, monteur qui sera oscarisé en 1979 pour Voyage au bout de l'enfer, à qui on doit ce travail de remontage, consistant à intégrer dans le film des séquences mettant en scène un journaliste américain commentant l'évolution de l'action avec un enthousiasme absolument débordant. Le tout agrémenté d'explications scientifiques réservées aux seuls initiés. Au Mexique, on a découvert une grenouille qui est sans doute restée endormie pendant 2 millions d'années. Lato rempile 5 ans plus tard avec La Revanche de King Kong, également connue sous le titre King Kong s'est échappé. L'idée du projet vient à nouveau des États-Unis et plus précisément de la série d'animation King Kong, produite par Jules Bass et Arthur Rankin Jr. En toute logique, c'est une fois de plus l'inoxydable Ichiro Honda qui se retrouve aux manettes du film, lequel narre les sinistres exploits d'un génie du mal, un certain Dr. Wu, rien à voir avec la série télé, lequel a conçu un robot géant, le Mechani-Kong, pour creuser sous terre afin de mettre la main sur un élément fortement radioactif, l'élément X. Quand il échoue dans sa tâche, le Dr. Wu séquestre le vrai Kong pour continuer le travail. Peu après, les deux monstres s'affrontent au Japon. 2 Kong pour le prix d'un. Magnifique, hein? Comme pour le film précédent, l'indéboulonnable Tsuburaya nous concocte un Kong de toute beauté, lequel mène racler successivement un tyrannosaure, puis un serpent de mer. Bref, toutes ces gesticulations simiesques pour nous montrer que, côté singe géant, les Japonais en connaissent décidément un rayon. The real Kong seems quicker. My Kong won't tire. Bon, c'est vrai qu'avec nos 2 films nippons, on avait placé la barre très haut. Et pourtant, ce n'est rien en comparaison du film qui va suivre, The Mighty Gorga. Sorti en 1969, The Mighty Gorga, c'est d'abord et avant tout un gorille magnifique et d'une expressivité renversante. Mais on a aussi droit à une mémorable attaque de T-Rex qui relèguerait Jurassic Park à une bagarre dans une cour de récré. Mais regarde Willis, regarde, c'est quand même pas compliqué de faire des effets spéciaux. En langage cinématographique, on appelle ça un choc des titans. L'homme à qui on doit cette merveille? L'énergique David L. Hewitt, qui se fera pas très favorablement connaître pour les effets spéciaux ébouriffants de Superman 4, mais qui relèvera la barre avec Willow. Hewitt pompe allègrement le film de 1933, mais aussi Monsieur Joe dans l'espoir de constituer un semblant de scénario. À l'image d'un Orson Welles, notre talentueux bonhomme se révèle un auteur complet, étant donné qu'il occupe un peu tous les postes. Réalisateur, producteur, co-scénariste, responsable des trucages et même comédien puisque c'est lui qui endosse le costume de singe. Bref, avec The Mighty Gorga, on atteint des sommets ou on touche le fond, au choix. Toujours en 1969 et à titre de curiosité, mentionnons au passage La Vallée de Gwanji, réalisée par Jim O'Connolly, transposition sympathique de King Kong dans l'univers du western. Ici, des cow-boys parviennent à capturer un T-Rex et l'exhibent dans un cirque. Mais la brave bête s'échappe et sème la panique et la destruction. Les effets spéciaux sont l'œuvre du grand maître Ray Harryhausen. Notons pour les connaisseurs que plusieurs extraits du film seront remontés et détournés de manière humoristique dans La Classe américaine, réalisé en 1993 par Michel Hazanavicius et Dominique Mézeret. Je déteste les animaux préhistoriques par tous ordres de droite, bordel. C'est de la merde mélangée comme ça partout, c'est politique. C'est mieux de faire les choses dans l'ordre. Va te faire branler. Trop de scar. Voilà. C'était la deuxième partie du dossier King Kong de Total Remake. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube ainsi qu'à nous suivre sur nos pages Facebook et Twitter. Et si vous voulez nous soutenir pour les futurs projets, comme vous le savez, il y a Tipeee. Je vous dis donc à très bientôt pour la 3e partie et comme la dernière fois, je vous propose de finir sur un petit récapitulatif. Ciao.